Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir À poil. Je sais, le nom peut porter à confusion, mais je vous rassure, vous n'êtes pas en train d'écouter une conversation sur la nudité. À poil, c'est le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet, et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières pluriels qui marquent notre époque. Au cours de cette première saison, nous allons explorer les nombreuses facettes de ce métier devenu glamour avec une variété de personnalités du monde de la gastronomie, des tocs de cantines d'auteurs, de grands restaurants ou de tables d'hôtes cachées. Quel genre de chefs sont-ils ? Ont-ils la création facile ? Qu'est-ce que représente la cuisine pour eux ? Dans cet épisode d'À poil, je suis ravie d'échanger avec Alexandre Gisbert. Mais c'est vrai que je me voyais pas en faire mon métier. Quand tu fais la cuisine, c'est quand tu t'es raté en fait. C'est quand à l'école en tout cas, c'est comme ça que ça se voyait. Moi je me souviens d'une copine qui avait un mec cuisinier, c'était la honte quoi. Elle le cachait. Donc bon, j'envisageais pas ça. Pourquoi Alexandre ? Parce que son profil d'entrepreneur est bluffant. À 32 ans, il a déjà enfanté une famille de 4 restaurants, Roca, Rocco, Rococo et Daroco, et prépare encore d'autres ouvertures. Avec Alexandre, nous avons bu quelques cocktails pour nous mettre dans l'ambiance avant de parler ambiance de restaurant justement. Amitié, pâte carbonara et kiff. Bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Julie. Alors, on peut pas vraiment dire que notre première rencontre fut une évidence. J'étais venue à Roca pour l'ouverture de façon anonyme et j'ai vachement attendu mon plat. Je sais pas si tu te souviens, mais bon. Ah ouais, c'était quand même très bon. C'était la table, je crois, la plus catastrophique de l'histoire du restaurant. Ah. Et j'ai envoyé d'ailleurs un message d'excuse, mais je crois pas à toi en fait. Si. Ah si, c'est à toi, ouais. D'accord, ok. Et parce que j'en étais vraiment gêné. On n'a pas plus raté une table que la tienne. C'est pas de chance. Pas de chance. Mais bon, je ne t'en tiens pas rigueur, tu vois. Non, tout ça pour te demander, est-ce que c'est dur d'être jugé à chaque assiette et par chaque client ? Ouais, c'est une question je pense, d'état d'esprit. Moi, ça me gêne pas. Au contraire, c'est ce que je veux. Moi, alors aujourd'hui, c'est un petit peu différent et mon métier est un peu différent. Mais à l'époque, quand j'étais chef en cuisine, tous les matins, faire la préparation, etc., et à faire service, j'adorais aller en salle et parler avec les clients. Quand un client me disait que c'était bien, je lui demandais toujours ce qui allait pas. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui allait pas. Parce que je voulais progresser, en fait. On veut toujours progresser. Et donc voilà, après il faut savoir mettre son ego de côté. On lit les critiques et puis on fait des réunions, parce que maintenant, aujourd'hui, mon métier a un peu changé, mais on fait des réunions critiques TripAdvisor pour voir ce qui allait pas et pour pouvoir progresser. Est-ce qu'il y a des critiques ou des guides que tu crains, justement ? Je sais pas si on craint, on les attend et puis moi je lis toujours avec beaucoup d'intérêt les critiques. Il faut pas, en fait, il faut jamais prendre les critiques positives ou négatives de manière personnelle. Une critique négative dans un journal, même très diffusé, c'est sûr que c'est jamais bon pour le restaurant. Maintenant, elles nous font aussi progresser, en fait. Et quand on a une critique négative, on se réunit, on en parle et on essaie de voir ce qu'elle est pas et de voir ce qu'on peut améliorer. T'es arrivé en cuisine un peu par hasard avec un job d'été. Est-ce que c'était pas un rêve de gosse, la cuisine ? La restauration était un rêve de gosse. En fait, mes parents se sont séparés, j'étais assez jeune et je voyais mon père le week-end, il m'emmenait au restaurant. Je suis très gourmand, ça se voit un peu, et voilà, depuis longtemps, j'aime préparer, mais des petits trucs, petit, je faisais pas mal de pâtisserie, donc je faisais tout le temps un brownie, ma famille se foutait de ma gueule parce que j'adorais faire les œufs mimosa, je faisais des trucs comme ça. Et j'ai fait un job d'été à Cassis, dans un resto de port de Cassis, et j'étais vraiment très très mauvais en salle. Donc j'ai fait 2 énormes boulettes. Déjà on servait des tripes, j'ai renversé une assiette de tripes entière sur une cliente avec une belle robe blanche, en plus elle s'est cramée, enfin c'était une catastrophe. Première boulette, le patron qui était sympa m'a laissé ma chance, et puis ensuite donc on faisait service au plateau, notamment l'après-midi, et j'avais un plateau avec des kirs pour toute une table, donc il y a 7 ou 8 kirs. Et le service au plateau, c'est un truc technique en fait, faut prendre les choses dans l'ordre. Donc ça, j'avais pas encore bien compris, et donc j'ai pas pris, en plus il m'avait expliqué, mais je sais pas, je suis un peu tête en l'air, et donc j'avais pas pris dans le bon ordre.
Donc j'ai pris le kir qu'il fallait pas prendre, en fait, celui qui faisait tenir l'équilibre du plateau, et tout est tombé sur une cliente, pareil. Et donc il m'a dit, écoute, laisse tomber, tu vas au bar. Donc là, j'ai commandé au bar, sauf que comme j'aime bien la fête et je finissais tous les services complètement sous. Donc il m'a dit, t'es trop nul aussi pour le bar, donc maintenant tu vas en cuisine. Enfin, c'était vraiment le pire truc, quoi. Donc je me suis retrouvé en cuisine et en fait j'ai adoré ça. Après cet été, j'ai fait une année d'études d'économie. C'était une catastrophe, ça allait pas du tout. Je faisais rien, et donc il a fallu que je m'oriente vers un truc dans lequel j'allais bosser, et un truc qui me plaisait. Et c'est peut-être plus par opportunité, parce que j'ai rencontré des gens, j'ai essayé de voir un petit peu en fait le marché du travail, tout simplement, lequel a été le plus porteur. C'est pas une plus jolie histoire en fait, hein. C'est vrai qu'on voudrait entendre il était une fois un enfant avec sa grand-mère, etc. Mais c'est vrai que moi, c'est pas ça. Et donc je me suis orienté vers la cuisine. Donc j'ai fait Ferrandi. Je me souviens de première réunion, enfin c'est notre prof de cuisine que j'adorais, qui nous a dit, si vous voulez faire la cuisine, il va falloir bosser comme des dingues. Si c'est pour faire 39 heures, c'est pas la peine. Si vous bossez 39 heures, et si c'est pour vous retrouver ensuite en collectivité et le matin faire un riz, vous allez dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait un riz. Laissez tomber, faites autre chose. Et donc j'ai écouté ce qu'il a dit, et donc je me suis mis à bosser comme un dingue. Et c'est vraiment un truc de compétition, c'est-à-dire que toutes les semaines, on faisait des services dans le restaurant d'application, et il fallait présenter des recettes. Donc on présentait 2 semaines avant devant toute la classe, on présentait nos recettes qu'on avait travaillées le week-end. Et nos recettes n'étaient pas forcément prises en fait pour les services du restaurant. Et donc le but c'était de faire passer ces recettes en fait. Et je crois que j'ai passé quasiment toutes mes recettes. Et c'était marrant parce que avant d'acquérir en fait une technique qu'on acquiert plus tard en travaillant, parce que c'est des heures de travail en fait pour comprendre la technique, pour savoir même couper un légume, il faut de la technique, il faut la faire pendant des heures. Et donc avant d'acquérir cette technique, on nous poussait à développer notre créativité. Ce qui est marrant en fait, c'est bizarre, mais c'est intéressant. Parce qu'on me poussait à aller en fait plus loin, et il fallait aller plus loin que les autres et prendre des risques, faire des recettes. Moi j'ai complètement loupé des recettes, hein. J'ai des souvenirs de services catastrophiques. J'avais fait une échine de cochon, mais c'était catastrophe, c'était loupé, c'était dégueulasse. Mais voilà, fallait faire le truc. Est-ce qu'il y a des chefs que tu admirais au début? J'admirais les chefs de mes livres de cuisine. Les livres en tout cas que je lisais beaucoup, c'était Marc Vera, Ducasse avec ses encyclopédies qui étaient formidables. Georges Blanc, j'avais un livre de Georges Blanc que j'adorais, et puis ensuite c'est ceux avec qui j'ai travaillé, notamment alors j'ai bossé un petit resto et tout, mais dans les grands chefs ensuite j'ai connu peut-être le chef qui m'a le plus marqué, et vraiment qui m'a chez qui j'ai peut-être pas compris le plus de choses, mais chez qui j'ai vraiment progressé en fait très rapidement. C'est un stage, c'était Éric Briffard, qui est pour moi un très grand chef. J'admire encore, et j'ai des grands souvenirs de ce qu'on faisait chez lui. C'était formidable, il avait une sensibilité extraordinaire. Assez rapidement après l'école, tu as monté Green Pizza, une chaîne de pizza qui n'est pas restée dans les annales. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un truc qui à l'époque était assez novateur. Alors quand je le regarde maintenant, avec le recul, avec mon expérience, et puis peut-être aussi avec la tendance d'aujourd'hui, c'est totalement has-been aujourd'hui, ça a plus de sens. J'ai du mal à voir à l'époque comment ça pouvait être perçu, ou à quel point c'était novateur, à quel point c'était intéressant. Je pense que c'était un projet intéressant. Moi, je manquais vraiment d'expérience, mais en tout cas dans la cuisine, et puis dans l'entreprise. Mes associés manquaient aussi d'expérience dans la cuisine. On n'était pas forcément d'accord sur la vision, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu avoir un resto, un bistrot, un endroit convivial. C'était important pour moi. Au début, je voulais pas faire de place assise. Moi, j'ai voulu qu'on fasse au moins quelques places assises. C'était vraiment un truc essentiel, parce que j'ai envie de me sentir bien dans ce que je fais. J'ai envie d'être fier de ce que je fais. Aujourd'hui, c'est fondateur pour moi. Il faut que un endroit me plaise, en fait. Il faut que je sois fier de mes endroits. J'ai envie de dire à mes amis de venir parce que j'en suis fier. Donc bon, on se comprenait pas. Et en plus, il y a eu vraiment un problème d'associés. C'est-à-dire qu'on était 3, c'est très compliqué. De toute manière, l'association en général, c'est très compliqué. Mais je suis parti très vite. J'ai senti qu'il fallait que je mette les voiles. Je suis parti d'un coup, et mon ami de cette époque-là, mon ami du lycée, m'en veut encore énormément. Et ça, c'est une grande tristesse. J'ai perdu un ami. C'est vrai que c'est terrible, parce qu'on fait du business, on fait des trucs et tout, mais c'est finalement cette expérience-là. Si c'est un échec aujourd'hui, si j'ai un regret, si je me dis que j'aurais pas dû le faire, c'est juste pour cette raison. C'est que voilà, j'ai perdu cet ami. Maintenant, me voir
posteriori si c'était un bon projet ou pas, c'est impossible. Après, il y a eu Roca. C'était osé d'appeler son restaurant, son premier restaurant qui plus est, comme un des meilleurs restaurants du monde. Alors, Roca, c'est le restaurant de mon associé au départ. Moi, j'avais eu ma mauvaise expérience d'association. Je savais que je voulais m'associer, mais j'étais très méfiant là-dessus. Lui, rapidement, voulait qu'on s'associe. Je lui dis, écoute, on va voir, on va prendre notre temps, etc. Et donc, c'était son restaurant au départ. Et je l'ai rejoint en tant que chef au début. Puis, je me suis associé. Et c'est par la suite, en fait, qu'on s'est vraiment fait une association équilibrée. Et donc, c'est lui qui a pris cette décision d'appeler le restaurant Roca. Moi, j'aurais jamais appelé comme ça. Maintenant, pourquoi pas? En fait, on s'en fiche. C'est aussi le nom d'un fabricant de toilettes qui est très connu. Les toilettes ici sont de la marque Roca. C'est pas très grave. Je pense que ça ne nous a pas vraiment nui. Et c'est difficile, c'est pareil de voir de l'extérieur, mais j'ai l'impression qu'on a réussi à se faire un petit nom comme ça avec ce Roca. Pourquoi vous vous êtes installé dans le 17e arrondissement et pas dans le 9e, 10e, 11e comme tout le monde Moi, j'ai toujours cru beaucoup plus dans ces quartiers en fait délaissés, 16, 17e. Et quand il m'a montré ce Roca, parce que c'est lui qui l'a trouvé, je lui ai dit c'est génial, c'est vraiment parfait, c'est là qu'il faut se mettre. On fait vraiment les trucs au feeling, hein. Ce genre de choses, en tout cas, surtout trouver un lieu, c'est l'instinct, c'est impossible à expliquer. Mais par contre, le 9, 10, 11e surtout, moi je dis toujours à mes potes qui veulent monter un resto, si tu veux tu peux aller à Fed Shiny, c'est cool, comme ça quand tu auras fini ton service, tu pourras aller boire des coups, ça sera sympa, tu auras plein de potes dans le coin, restaurateurs, etc. Mais il faut aussi voir l'aspect concurrence, et dans le 17e, il y a plein de gens qui ont les moyens d'aller au resto, qui sont fun, même si le quartier est pas fun, mais t'as des gens fun dans le 17e. Je trouve que c'est quartier porteur. Et donc voilà, 17e, il s'est avéré que c'était un quartier très porteur. On s'est fait une clientèle d'habitués, des gens qui venaient tout le temps, le midi. Parce que ce qu'on regarde aussi, c'est sur un resto, moi je pense que le plus difficile c'est le midi. Et donc on regardait le midi, c'est-à-dire on regarde quelles sont les boîtes qui sont dans le coin, est-ce qu'ils auront les moyens de venir manger chez nous. Et ben, il y avait plein de boîtes dans le coin, vachement intéressantes, des petites boîtes. Et il y avait des gens, on faisait un menu pas cher le midi, et des gens qui venaient 2-3 fois par semaine. Et donc c'était un très bon quartier. Et la preuve, c'était un tellement bon quartier qu'on s'est installé un an plus tard, un an après, dans la même rue. On a fait Rocco, pizzeria, dans la même rue, et qui cartonnait aussi. Et c'était une revanche de Green Pizza. Revanche, je suis pas sûr que ce soit le mot, mais j'avais envie de rectifier l'histoire. Green Pizza, donc c'était un concept. Et donc je me suis intéressé peut-être un peu après à la pizza et j'ai essayé de comprendre vraiment ce que c'était que la pizza. Et donc on a fait un truc totalement inverse, c'est-à-dire un lieu très convivial, même un peu festif le soir, la musique assez fort et tout. Les vieux arrêtaient pas de nous demander de baisser quand ils étaient sous les enceintes. Donc on a eu vraiment une clientèle très jeune et festive. Et puis avec des pizzas simples, des super produits, une vraie pâte à la napolitaine avec une maturation lente, etc. Seulement. Et donc ce qu'on cherchait, c'était avant tout le goût, la qualité de produit, le kiff, de manière générale dans tout le resto. Et en fait, je pense que Green Peas manquait de kiff. On s'est dit tiens, j'avais envie de faire une pizzeria avec du kiff. Et donc on buvait des coups un soir avec Julien Roca. Et on s'est dit vas-y, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi le prochain truc et tout. On a discuté vraiment en une soirée. Peut-être un peu pété, moi j'aime bien boire des coups pour trouver des idées. Et en une soirée, on s'est dit vas-y, c'est cool, c'est ça, c'est ce qu'on fait, on fait une pizzeria. On allait voir le lendemain le vendeur de fond. Et donc il nous a proposé 2 trucs, dont le Rocco. On s'est dit vas-y, banco, on l'a signé, je sais pas, une semaine plus tard. Et pas longtemps après, il y a eu Rococo, le néo-kebab. Et puis Darocco, monumental néo-trattoria de 450 mètres carrés, niché dans l'ex-boutique de Jean-Paul Gaultier. Comment est né ce projet ? Le Rocco, en fait, on adorait. C'était vraiment notre bijou. C'est toujours un peu, moi, dans mon cœur, parce qu'on fait les choses vraiment comme ça, avec les sentiments. Et donc, c'était vraiment notre chouchou. Une ambiance de dingue. Les gens adorent manger des bonnes pizzas, boire du spritz. C'est con, mais ça met une ambiance formidable. Et on s'est assez rapidement dit, il faut qu'on en fasse un plus gros. Et donc, on cherchait pas plus que ça. Parce que on ne cherchait pas forcément Voilà, on ne cherchait pas plus que ça. Surtout qu'on avait notre autre projet, Rococo. Le kebab, qui est un projet avorté, un truc qui n'a pas fonctionné pour, je pense, plein de raisons. Et donc, on cherchait pas plus que ça, mais un jour, une amie est venue manger Roca, j'étais en cuisine, une amie est venue manger Roca avec son mec. Et son mec, donc, c'était un architecte.
que je trouve insupportable au début et qui me raconte qu'il est sur un truc, il est sur un projet Galerie Vivienne. Alors moi Galerie Vivienne ça me parlait vaguement, un projet avec Galerie Vivienne, il y a la boutique Jean-Paul Gaultier, c'est énorme et donc il s'occupe de transformer ça en restaurant. Alors moi je me dis attends c'est incroyable, il me dit non mais laisse tomber, c'est énorme, c'est pas pour vous. Je dis attends, faut quand même qu'on se parle, faut quand même qu'on voit le truc. Puis en plus le mec je le trouvais hautain au début insupportable. Et donc je parle à Julien qui dit ah c'est génial, faut absolument qu'on y aille et tout. Donc on est allé voir, je suis tombé amoureux du truc, de la Galerie Vivienne, du coin, c'est putain c'est extraordinaire, en plus c'est grand, c'est exactement ce qu'il nous faut pour la pizzeria. Et donc donc Olivier, cet architecte, on lui a demandé de nous en parler un petit peu plus. Et finalement, en fait, en plus on l'a bien aimé et on l'a pris comme architecte. En fait, on l'a pris comme architecte aussi pour faire la suite. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a vraiment un partenariat, j'espère, pour très longtemps, parce qu'on adore travailler ensemble, on est très très fiers de ce qu'il a fait ici. Donc voilà, c'était un super projet. J'ai l'impression vraiment qu'il y a eu un tournant avec Daroko, avec ce décor qui va à contre-courant de la mode working progress en vogue à Paris. Comment tu l'expliques? Quand on était sur la création du Daroko, moi, ça me foutait la trouille, hein, quand même. C'est quand même un sacré projet, tu vois. Alors, aujourd'hui, on cherche plus que des gros trucs comme ça, parce que finalement, c'est ce qui nous intéresse. Mais à l'époque, on avait vraiment la trouille. Et on s'est dit que, vu l'endroit, la galerie, l'histoire du lieu, ce qu'on allait en faire, il fallait faire quelque chose d'un petit peu léché, un peu chic, pas trop, hein, un peu rock'n'roll et un peu brut. Mais l'idée, c'était pas de casser, c'était vraiment de correspondre au lieu, à ce qu'on allait faire, à la Galerie Vivienne, qui est quand même une très très belle galerie, c'est une des plus belles galeries de Paris. On a ouvert toutes les façades sur la galerie, donc le soir on a des rideaux, mais le midi on voit la galerie, il fallait que ça corresponde. Donc on a fait ça vraiment comme ça pour juste trouver une cohérence. Et justement, vous avez enrôlé toute une bande autour de vous. Vous avez vu les choses en grand pour Daroko. Donc il y a le tatoueur Supakitch, donc Olivier Delannoy pour le décor, le slip français pour les marinières, Nico Dassoto pour le bar. Est-ce que tu t'es amusé à concevoir ce lieu? On s'est éclaté, moi je me suis régalé, j'ai des souvenirs encore. On a passé des nuits là-dessus à faire le truc et on se marrait, enfin, c'est vraiment un régal. On aime travailler, nos prestataires, on aime des créatifs avec qui on s'entend bien et qu'on laisse libre. Donc tous ces gens-là, en fait, on les laisse libres. On a aussi la société Spectre, Max Niepce, qui était un client à l'époque du Roca, qui s'occupe de notre musique. C'est un truc important aussi chez nous. Et donc Nico de Soto, c'est un vieux copain de Julien de New York. On l'a rencontré, on s'est dit il faut qu'on fasse des trucs ensemble et tout. On s'est bien entendu. Et donc Supakitch a beaucoup intégré. Il nous a fait le logo du Daroko et du Danico, des fresques, une rambarde, la rambarde de la mezzanine du Daroko. Il a dessiné plein de trucs associés avec Olivier. Il a fallu gérer avec leurs égos d'artistes d'un côté et d'architectes de l'autre. On s'en occupait. Et puis voilà, Spectre pareil, on lui donnait un brief et il nous fait la musique et il nous fait des trucs de dingue. Et puis le slip français, c'est un peu différent. Je sais plus. Bah si, on se dit qu'on allait faire des marinières parce qu'on s'est dit que ça allait être sympa. Et donc je sais plus qui nous a mis sur cette piste de faire ça avec le slip français. Et il nous fait un truc hyper cool. Moi j'aime bien cette marque. On est très content de faire ça avec eux. Alors on va passer à l'heure de l'aller-retour. C'est une interview dans l'interview et tu dois répondre au tac au tac. Ton âge? 33 ans. Ton signe astrologique? Taureau. Ton plat signature? Le bœuf bourguignon. Ton plat préféré? Le bœuf bourguignon. Non, le lièvre à la royale. La meilleure pizza jamais mangée? Bah en fait, chez moi au Daroko, là, on a un pizza qui est incroyable. C'est ici. Je suis allé à Naples, j'en ai mangé très très bonne. Mais je crois qu'au Daroko, on a eu des périodes, en fait, ça dépend des gens. Mais Daroko. Le chef que tu admires le plus? Eric Breffard. Ton ingrédient préféré? Le guanciale. Ton ingrédient détesté? J'en ai pas, j'aime tout. Ton ustensile fétiche? C'est un couteau. Ton dernier meilleur repas? Ils, chez Ils. Le resto que tu aurais aimé ouvrir? Septime. Le plus beau compliment qu'on t'ait fait? T'es beau. Et le pire, la pire critique. T'es gros. J'ai lu dans une interview que tu avais dit qu'on a pris goût à une ouverture, on a envie de le refaire. Est-ce que c'est ta drogue, les ouvertures de restaurants? Ah ouais, carrément. Moi, ce que j'ai aimé dans la cuisine, je suis assez créatif. Quand j'étais
au lycée, je passais mon temps, c'est pour ça que j'avais un peu de mal peut-être les études, je passais mon temps à dessiner. Je dessinais tout le temps, je faisais que ça. Et donc j'ai fini par décider d'arrêter un jour, parce que je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose, et que ça n'avait pas de ma voix. Et donc moi, j'aime bien créer en fait, c'est mon truc. Et donc avec la cuisine j'ai trouvé ça, et aujourd'hui les ouvertures c'est de la créativité en fait, c'est formidable. Même de créer une cuisine avec un cuisiniste, il faut faire preuve de créativité, c'est extraordinaire, c'est passionnant. Et puis tout en cherchant avec notre expérience, à ce que le truc fonctionne le mieux possible. Et puis en plus de ça, pendant la période d'ouverture, moi j'ai toujours peut-être 2 mois avant, ouais 3 mois avant, 1 mois après. Ça apporte une adrénaline, et moi j'aime bien ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que je dors 3 heures par nuit et je suis pas fatigué. 7 jours sur 7, 3 heures par nuit, j'écris des mails jusqu'à 2 heures du mat, je recommence à 5 heures du mat, on me prend pour un grand malade, mais en fait, ça apporte une énergie extraordinaire. Évidemment, quand on l'a fait une fois, on n'a envie que de le refaire. Qu'est-ce qui fait que ça dure? Je pense que la restauration aujourd'hui à Paris, c'est des cycles quand même assez courts. C'est-à-dire que de toute manière, il faut se renouveler, je pense, tous les 4 ans, il faut se renouveler. Donc soit on vend, soit on refait tout le truc. Donc on refait, on change un peu, mais il faut aujourd'hui il faut de la communication, il faut de la presse, il faut beaucoup de presse. Et les gens se lassent en fait, et ils tournent. Et même les restos qui cartonnaient avant et qui sont toujours super bien, bah ça se vide. J'en parlais il y a pas longtemps avec une amie, enfin plutôt je suis son client. Elle me disait qu'elle voulait un jour monter un resto, parce qu'elle avait déjà eu des restos, elle voulait monter un resto, mais plutôt refaire un truc, une institution. Les institutions ne marchent pas en fait, ça n'intéresse pas les gens. Ça intéresse les touristes, mais les Parisiens, ça n'intéresse pas aux institutions. Ils veulent les trucs qui sont dans l'air du temps. Et l'air du temps change vite. Et donc ce qui fait que ça dure, je pense, mais je suis encore trop jeune, c'est pareil, on n'a pas encore assez d'expérience pour pouvoir vraiment le dire. Et en tout cas, dans ce qu'on fait, ce qui fait que ça dure, c'est qu'il faut se renouveler en fait, régulièrement, toujours se remettre en question. Et je pense qu'un cycle d'un resto, c'est 4 ans. Si on arrive à faire tout sur 4 ans, c'est bien. Tout à l'heure, tu disais que tu apportes une grande importance à l'acoustique dans tes restaurants. Tu as fait faire des playlists par restaurant. Effectivement, on sait que la cuisine compte pas autant qu'avant, peut-être dans un restaurant. À quel pourcentage tu estimes qu'elle compte dans tes établissements? Il y a d'autres trucs, c'est pas que la cuisine n'est pas importante, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont très importants. La musique, c'est important, et l'ambiance, en tout cas musicale et acoustique, parce qu'il faut aussi qu'il n'y ait pas trop de bruit, c'est très important. L'ambiance générale, c'est-à-dire le plaisir que les serveurs vont avoir à servir les clients, c'est très important, essentiel. La qualité du service, la technique du service, très important. La lumière, c'est essentiel. La lumière, donc que la lumière soit au bon niveau en fonction de la luminosité extérieure, c'est essentiel. C'est-à-dire quand vous êtes dans un resto et que vous n'y connaissez rien en fait, si tu sais pas, tu connais rien à la restauration et tout, t'as rien compris, tu vas dans un restaurant, c'est trop éclairé, bah tu te sens pas bien. Tu sais pas pourquoi, mais tu te sens pas bien. C'est très important. Et même si la cuisine est très bonne, si c'est trop éclairé, il y a un truc qui va pas aller. Tu sais pas pourquoi. Et donc voilà, j'ai peut-être oublié encore des choses, mais c'est tout un mélange de trucs qui font que la cuisine, c'est important. En fait, il faut que tous ces trucs soient réussis. Mais si tu as un de ces trucs-là qui fonctionne pas, bah, globalement, ça va pas fonctionner. Et donc la cuisine, ouais, peut-être c'est, ouais, je te dis 30%. Et c'est pas pour ça que je dis pas du tout que du coup on peut bâcler. Au contraire, hein, faut toujours essayer de faire voilà, du mieux possible, mais pas se concentrer que sur ça. Et surtout pas en fait. C'est vraiment une erreur que encore trop de gens font. Ils se rendent même pas compte. La lumière pour moi, c'est un des sujets, si tu veux, des gens qui se rendent même pas compte. Tu rentres chez eux et tu vois la lumière à fond, bah tu as envie de partir en fait. Le soir, tu as envie de partir. Comment crée-t-on une ambiance de restaurant justement? Le premier truc, c'est qu'il faut que l'équipe en général, donc salle et cuisine, il faut que tout le monde s'entende bien et que tout le monde s'amuse. Il faut qu'ils soient heureux de travailler en fait. En plus, moi, c'est, je te dis, une valeur fondamentale dans le travail pour moi. Donc, il faut que l'équipe soit heureuse de travailler et le plaisir. Donc, ça, c'est le truc essentiel, le plus important. Et donc, un serveur ait envie de faire plaisir, vraiment, sincèrement, au client. Parce qu'il est heureux, il aime ce qu'il fait, il est content que les clients soient là, il faut qu'il ait envie. Après, il y a la technique. Donc, la technique dans la cuisine est essentielle. Mais la technique, bah, si tu parles d'ambiance, pour que la musique, bon, c'est une chose, mais il faut savoir, pareil, régler le niveau sonore. Et c'est-à-dire, il faut être attentif, c'est-à-dire il faut que le responsable, en tout cas, en salle, sente si le niveau sonore est bon par rapport à l'ambiance. Et puis, bah, pareil, la lumière, il faut que ce soit au bon niveau par rapport à l'ambiance. Et il faut une bonne technique de service, évidemment, pour avoir une bonne ambiance. C'est-à-dire qu'il faut que le client ne sente pas.
qui se passe, qu'un client ait jamais à demander du pain, à demander une carafe d'eau. Ces trucs-là doivent arriver en fait automatiquement. C'est ce qui fait qu'on va avoir une bonne ambiance. Alors après, forcément, le client est ravi, il est heureux, il raconte des trucs cool, il chante, il danse sur les tables. Là, forcément, il y a une ambiance de dingue. Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois? Pour la première fois, c'est au Richer. Au Richer, on a fait l'ouverture du Richer, donc de Charles Compagnon, qui est le cousin de Julien. C'est Julien qui me l'a présenté. J'ai fait ça après m'être un peu paumé, puis après rencontrer Julien, après Green Peas. Et donc après, c'est au Roca que je suis devenu vraiment chef. Je faisais que ma cuisine, c'est moi qui gérais tout et tout. Ça me faisait peur au début, hein. J'avais vraiment la trouille. Je me demandais si ça allait, si j'allais avoir le niveau. Et je pense qu'au début, j'avais pas du tout d'ailleurs. J'ai mis du temps en fait, parce que c'est compliqué de se mettre en place, de comprendre même ce qu'on veut faire comme cuisine, c'est compliqué. Je pense que j'ai mis des mois avant de vraiment réussir à être sûr de ce que je faisais. On faisait une carte assez courte et un plat du jour qui changeait tous les jours. Tous les jours, je changeais vraiment complètement en fonction des saisons et tout. Je pense pas qu'il y ait de plats qu'on ait fait 2 fois en fait sur les 3 ans d'existence du Roca. Un an, moi, 1 an et demi où j'ai vraiment été chef tout le temps. Après, j'ai mon second qui a repris, qui est devenu chef. Mais ouais, ça fait flipper. Puis j'ai appris peut-être un peu tout seul. Je crois qu'on apprend tout seul. De toute façon, quand on est chef, il faut mettre ses idées en place. Ça prend du temps. Et moi, j'ai tendance à faire un petit peu comme ça. C'est-à-dire que j'arrive et puis j'improvise. Donc là, c'est ce que j'ai fait encore une fois. C'est-à-dire que j'ai pas réfléchi avant. Et donc, je pense qu'il y a eu pendant pas mal de temps. C'est, à mon avis, même pas terrible le Roca. Et c'est devenu très bien, en fait, au fur et à mesure. Vraiment très bien. Parce que j'en suis fier aujourd'hui. Je regarde les trucs qu'on faisait. Je suis très très fier de ce qu'on faisait. Est-ce qu'on est chef ou on devient chef? Bah je sais pas, moi, non, on devient forcément en fait. Il y en a qui racontent des trucs, tu vois, leur enfance, les machins, les grands-mères, etc. Mais on devient en fait, il faut travailler beaucoup. Ça s'apprend en fait, il y a des techniques, mais je veux dire même ciseler un oignon, c'est un truc qui est très compliqué. Je me suis coupé un nombre de doigts, moi, avant de réussir à ciseler un oignon. Aujourd'hui, moi, je le fais comme ça, enfin sans réfléchir, j'ai même pas besoin de le regarder. Faire un jus, un bon jus, ça s'apprend. C'est compliqué de faire un bon jus. Tu vois, un petit jus d'agneau comme ça, bien réuni, brun, etc. C'est compliqué de pas le rater, c'est-à-dire de pas le brûler ou de le faire suffisamment cuire. Et ça, ces trucs sont compliqués. Il faut engranger des heures de travail pour devenir chef. Est-ce que tu te sens plus chef ou restaurateur? Restaurateur aujourd'hui. Alors je me présente, en fait, je suis cuisinier. C'est même plus que chef, je suis cuisinier. C'est ma formation, en fait. C'est ce qui m'a lancé dans le monde du travail. Et donc je pense que je réfléchis un peu comme un cuisinier, des espèces de réflexes dans la façon de bosser, dans le plaisir de bosser dans l'urgence, dans la créativité, etc. Je suis cuisinier, mais aujourd'hui je suis plus restaurateur parce que je vois l'ensemble en fait de ce qu'on fait. Et j'ai envie de faire les choses comme ça. Là, aujourd'hui on a plus que 2 restos, on a un 3e qui arrive, peut-être un 4e l'année prochaine. Et puis on a d'autres projets, on a au moins un autre pour l'année d'après. Enfin, voilà. Et donc moi ce que j'aime c'est créer ces trucs-là avec mon métier de départ qui est cuisinier. Et justement, je me demandais à quoi ressemblent tes journées aujourd'hui? Ah bah ce qui est génial c'est qu'il n'y a pas de pareil, c'est tout le temps différent. Donc j'ai un agenda, je fonctionne avec Apple, avec l'iPhone, avec Julien un agenda partagé, on a un autre associé, on a un autre agenda avec lui, un agenda avec tout le monde, et tous les jours c'est différent. Tous les matins je regarde mon agenda, c'est tout le temps différent, je suis tout le temps sur mon scooter ou en bagnole en train de courir entre les restos, en train d'aller voir différentes personnes, mais j'ai jamais 2 journées qui se ressemblent. Ça c'est important pour moi. C'est vrai qu'avant quand j'étais en cuisine, ça m'ennuyait pas, hein, mais tous les matins, on fait la même chose, on récupère les commandes, on porte les caisses, on vérifie qu'on a bien tout reçu, etc. Faut être prêt pour le service du midi. Alors, toutes les journées sont un peu différentes, parce que chaque fois, voilà, c'est des défis un peu différents. En plus, moi, j'avais une carte qui changeait tout le temps, et donc, voilà, c'était pas non plus monotone. Mais j'avais envie d'avoir cette espèce d'aventure que je vis aujourd'hui, où je sais jamais ce qui va se passer, en fait, dans une journée. J'ai très mauvaise journée, très bonne journée. C'est toujours un nouveau défi. Donc, est-ce que tu imaginais ça quand vous avez commencé avec Julien? Ah ouais, moi j'imaginais même avant en fait. Je savais que je voulais grandir dans la restauration. Je savais que je voulais être restaurateur. Je savais aussi que je voulais pas juste avoir un bistrot. Je savais que j'avais envie de faire des grandes choses. Et donc aujourd'hui on essaie de faire des grandes choses. Je dis pas qu'on a fait encore, hein, mais en tout cas c'est ce qu'on va essayer de faire. D'ailleurs, l'association avec Julien, ça roule? Ah ouais, ça roule. Forcément c'est difficile, c'est-à-dire que moi j'ai pas forcément un bon caractère, je suis assez chiant. Julien il est compliqué à gérer parce qu'il est un peu fou.
Et donc tout ça, vu de l'extérieur, ça peut paraître très compliqué parce que on s'engueule parfois même très fort. Sauf qu'en fait, on s'aime vraiment, on s'entend vraiment très très bien. On a une relation très forte d'amitié qui s'est créée après. Donc ça c'est plus facile parce qu'on est devenu amis en tant qu'associés. Je pense que c'est plus simple. C'est difficile de s'associer avec des amis, on sait jamais ce qui va se passer, et puis les trucs d'avant, etc. Nous on n'a pas ça. On se voit pas beaucoup en plus à l'extérieur, c'est vraiment concentré sur le travail, confiné sur le travail. On se comprend, on communique tout le temps, dès qu'il y a le moindre truc, on en parle, il n'y a jamais de non-dit, il y a jamais... Et du coup, j'ai l'impression que je pouvais pas rêver mieux. Moi je suis ravi, je sais d'ailleurs qu'il est ravi aussi. C'est rare, hein, je crois, d'avoir... C'est dur, hein, l'association. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Bon, en plus, nous, ça a réussi, mais encore, on a eu un échec énorme avec le Rococo, hein, terrible. Ça aurait pu briser l'association, pas du tout, au contraire, hein, tout le temps ensemble et tout. Je pense que ça a duré longtemps. Vous êtes passé du néo-bistrot à la néo-pizzeria, de la néo-pizzeria au néo-kebab, du néo-kebab à la néo-trattoria. Qu'est-ce qui vous fait courir ? Bah, c'est toujours le plaisir de travailler, le plaisir d'avoir un nouveau projet. Julien est toujours avec un nouveau projet, une nouvelle idée, toujours avec les vendeurs de fonds de commerce, on va toujours voir de nouveaux trucs et tout. Voilà, c'est toujours le plaisir. Le prochain, néo-brasserie. Ça fait longtemps qu'on a envie de faire une brasserie. On va faire néo-brasserie, je sais pas si le terme, et on va faire une brasserie comme on a envie de le faire, c'est-à-dire avec de la qualité, super produit, super service, charrue de fromage, des trucs comme ça. Je vais pouvoir enfin recommencer à faire mon bœuf bourguignon que je chéris. Et voilà, on va faire un truc, encore une fois, c'est-à-dire un truc comme on aime nous, comme on kiffe, en fait, le genre d'endroit où nous on a envie d'aller. Et c'est ça en fait qui nous fait courir, c'est qu'à chaque fois on crée des trucs, on a l'impression que ça manque, on se dit c'est ça en fait qu'il faudrait, la brasserie par exemple. Moi ça fait longtemps que j'ai envie de faire ce truc-là. Et à chaque fois c'est des opportunités. Ici c'était pas ça, et puis on continué sur l'italien, mais voilà, ça fait longtemps qu'on est faire ce truc, on est ravis. Moi je suis trop content, je pense qu'à ça. Bon, c'est la fin et on a faim. Donc, qu'est-ce que tu prépares quand t'es chez toi, que tu vas pas au restaurant ? Je fais énormément de pâtes. J'adore les pâtes carbonara, qui a été maltraitée. J'ai appris il y a pas longtemps, peut-être il y a 2 ans, j'ai une révélation. J'adorais faire la carbonara avant, j'en faisais tout le temps, avec des gros morceaux de lard, de la crème, des champignons, etc. J'ai appris il y a pas longtemps que c'était pas du tout comme ça, c'est interdit. Et donc, je fais la vraie carbonara à la maison, j'adore faire ça. Donc j'ai tout le temps, c'est vrai, j'ai toujours du guanciale à la maison. Guanciale, c'est une charcuterie, c'est de la joue, c'est peut-être de la joue de cochon. Alors vu la forme, je pense que c'est plutôt un peu la gorge, c'est un truc triangulaire comme ça, qui est séché avec plein d'épices, souvent un peu de piment, du fenouil, des graines de fenouil. Et donc, en fait, c'est très simple, il faut des bonnes pâtes, donc moi je pense qu'on est bucatini, guanciale, jaune d'œuf, et du fromage. Alors normalement on met mélangé pecorino parmesan, souvent je mets que du parmesan. Donc c'est très simple, mais finalement c'est très difficile à réussir. Je la fais généralement que pour 2 ou 3, sinon je suis sûr de la rater. D'abord on cuit les pâtes. On cuit les pâtes assez longtemps parce que c'est des bonnes pâtes, donc c'est des pâtes qui se cuisent 12-14 minutes. Des gros spaghettis. On garde de l'eau de cuisson, essentiel, on garde toujours de l'eau de cuisson pour faire les pâtes. On garde de l'eau de cuisson, on égoutte les pâtes. On les rince pas surtout, on les garde chaudes. Et donc pendant que les pâtes s'égouttent, dans la même casserole, on fait revenir le guanciale qui est coupé très fin et qui va rendre pas mal le gras. Dans cette casserole, donc avec le guanciale, avec une espèce de lard comme ça, et le gras, je mets l'eau de cuisson, une partie de l'eau de cuisson. Donc là, il faut bien doser l'eau de cuisson. Je remets les pâtes dedans, je mélange tout, je les sors du feu, et là, je les mélange dans un bol dans lequel j'ai mis un jaune d'œuf par personne. Il faut prendre des bons œufs avec le jaune bien orange. Un jaune d'œuf par personne et une grosse quantité, c'est pareil, ça se fait à l'œil, j'ai jamais pesé, une grosse quantité de fromage râpé, donc parmesan et pecorino ou que parmesan. Donc on mélange ces pâtes avec l'eau de cuisson et le guanciale, le gras de guanciale dans ce mélange de jaune d'œuf et de fromage, et ça va se lier, en fait, ça va faire une espèce de sauce, ça va se lier. On peut remettre un tout petit peu dans la casserole si c'est pas assez cuit, ça fait une semi-coagulation comme une crème anglaise. C'est pour ça qu'il faut avoir bien dosé, et malheureusement, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de quantité, donc il faut ça comme ça à l'œil, il faut vraiment l'avoir fait plein de fois pour le réussir. On sert ça, énormément de poivre dessus, donc il faut un vrai poivre noir très fort, on en met beaucoup, c'est important, et c'est tout, c'est excellent. Merci Alexandre Gilbert. Avec plaisir. Vous pouvez goûter ce qu'il met dans sa poêle ou dans son four, notamment ses pizzas aussi bonnes qu'à Naples, au Rocco, 1 rue Guillaume Tell dans le 17e arrondissement de Paris, et au Da Rocco, 6 rue Vivienne dans le 2e. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez.
Musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'À Poil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomie.